Salut, salut et bienvenue dans le 14e épisode du podcast Dans la tête de Simone. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de Daniel Mombard, comme je l'avais dit il y a 15 jours. Daniel Mombard, c'est un des personnages donc, de ma saga Urban Fantasy, le livre de Chris. C'est un personnage qui fait son apparition dans le tome 2 et qu'on retrouve après dans la suite du cycle. Alors c'est un personnage assez compliqué parce que quand je l'ai fait, en fait, j'étais persuadée que c'était un personnage historique. Et puis, l'histoire n'étant pas figée, contrairement à ce qu'on pense, on a découvert finalement, et moi aussi en faisant des recherches plus approfondies, que ce pirate n'a selon toute vraisemblance pas existé. Alors je dis toujours selon toute vraisemblance parce que, encore une fois, l'histoire n'est pas figée et qu'en fonction des recherches qu'on fait et des découvertes qu'on a, on peut toujours changer d'opinion. C'est ce qu'il y a de passionnant dans cette discipline-là. Malgré ce qu'on peut en penser, on se dit l'histoire c'est forcément figé, les actions sont faites. Oui, sauf que les archives parfois sont perdues, parfois on n'a pas les comptes rendus de tout le monde, et donc on arrive encore à découvrir des choses qui finalement remettent en question ce qu'on pensait. Donc ce qui est fascinant. Du coup, ce qui est effectivement un petit peu problématique quand on veut utiliser des personnages historiques. Et donc Daniel Mombard, donc pendant longtemps, j'ai cru effectivement qu'il existait, et donc je me suis basée sur un certain nombre de choses pour créer mon personnage. Et puis, il y a quelques années, j'ai appris qu'il n'existait pas, en tout cas qu'il y avait de sacrés doutes sur son existence. Et donc, j'ai pris beaucoup plus de liberté sur ce personnage-là. Et donc, du coup, j'ai remanié les tomes pour qu'effectivement on comprenne que, au cas où le personnage soit finalement historique, que j'ai pris une version, moi, beaucoup plus romancée. Donc voilà, donc je vais vous parler de ce personnage-là, pourquoi j'ai voulu un pirate, pourquoi j'ai choisi ce personnage-là particulièrement, et je vais vous raconter son histoire, alors son histoire du coup romancée, et moi ce que j'en ai gardé. Voilà, je sais pas si ça va être un podcast assez clair, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc c'est peut-être me laisser emporter par l'émotion une paire de fois. Alors, la légende de Montbard vient en premier lieu du récit et de la biographie qu'en donne Alexandre-Olivier Exmelin dans son récit Histoire des aventuriers flibustiers. Et comme c'est effectivement un récit fait par une personne qui a vécu en XVIIe siècle, on a tendance à croire que c'est vrai. Donc il est évident que, n'ayant pas été averti de la nature un petit peu évaporée de ce personnage-là, quand je suis tombée sur cette histoire, mais j'ai cru qu'elle était vraie. Voilà. Donc, je vous donne rapidement une petite biographie de cet Alexandre Exmelin. Donc, pour bien cerner le personnage. Donc, on ne sait pas s'il était français ou quoi. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Selon toute vraisemblance, il est né à Honfleur. Mais bon, c'est voilà, c'est le personnage lui-même, vous voyez, on ne sait pas qui il est. Donc, vous voyez, c'est assez particulier, forcément. Et par contre, on sait, parce que là, par contre, on a retrouvé les documents d'archives, qu'il s'est embarqué en 1666 comme engagé pour la Compagnie des Indes occidentales. Donc, et qui va aux Caraïbes dans cette année-là. Donc, voilà, on connaît un peu son histoire à partir de là, puisqu'après, il est vendu pour 3 ans à un colon, parce qu'en fait, il n'avait pas de quoi se payer le transport. Et le colon le renvoie ensuite, le revend à un chirurgien qui va lui apprendre les ficelles du métier. C'est pour ça qu'il devient chirurgien et qu'ensuite il se fait engager par Henry Morgan. Et là, à partir du moment où il est chirurgien à flibuste, il commence à écrire ses aventures, ce qu'il vit avec les flibustiers. Évidemment, à l'époque, quand on se faisait arrêter, on n'était pas forcément bien traités. Les flibustiers, suivant si leur lettre de marque était plus ou moins en bonne et due forme, était plus ou moins gardée en vie. Donc, Exmelin, dans ses récits, ne se met jamais en position d'avoir fait quoi que ce soit. On a l'impression que c'est un simple narrateur et qu'il assiste aux choses. On sait par d'autres sources qu'effectivement, il a quand même pris part à certaines choses. Mais lui, en tout cas, dans ses aventures, ne raconte jamais ce qu'il a fait lui-même.
Et donc, pendant quelques années, il va passer de bateau flibustier en bateau flibustier et il va raconter ses aventures. Et donc, il va ensuite faire éditer son œuvre en français. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il est français, parce que le premier éditeur, c'est un éditeur hollandais, mais son texte a été remis en français. Et ensuite, cette aventure, donc l'histoire des flibustiers du Nouveau Monde, est ensuite diffusée partout. Et on perd sa trace en 1695 à Paris. Donc on ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas ce qu'il devient. Par contre, effectivement, à force de confronter ce qu'il raconte dans son livre avec la réalité des archives et ce qu'on connaît, la réalité des correspondances des gouverneurs, etc., ce genre de choses, on arrive à voir que certaines choses dans son livre sont incohérentes. Et donc, alors il faudrait, ça n'a toujours pas été fait, mais il faudrait absolument une édition plus critique. Celles que vous trouvez actuellement dans le commerce sont des éditions pures, c'est-à-dire que vous avez le texte, vous avez éventuellement un avant-propos qui vous met en garde sur la véracité ou non de certaines parties, mais effectivement il n'y a pas une édition critique en disant ça, en fait c'est ça, là il parle de ça, mais en fait ça s'est pas passé comme ça, etc. Donc ça c'est une édition qui serait intéressante de mettre en place, mais bon, je pense que c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, ce qu'on sait effectivement, c'est que deux exemples dans ce texte-là sont des inventions. C'est donc l'exemple de Bras de Fer, dont il parle, et de Daniel Montbard. Donc, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit merde alors, je l'ai cru moi ce type, parce qu'évidemment, dans ce livre-là, sans conteste, il a participé avec Morgane, il a participé avec No, avec les autres pirates dont on sait qu'ils ont existé. Et il raconte des détails qui effectivement ne peuvent être connus que par une personne qui a vécu. Donc effectivement, ce mélange de véracité et de fausseté fait que on a mis du temps avant de comprendre que ce pirate-là n'existait pas. D'autant qu'il y a un autre écrivain qui a écrit dessus, c'est Jean-Baptiste Piquenard. Donc là par contre c'est au début du 19e siècle, donc c'est pour le coup voilà, autant Exmelin se targuait d'avoir connu Daniel Montbard, autant Jean-Baptiste Piquenard ne peut pas l'avoir connu. Et qui raconte aussi l'histoire des flibustiers avec l'histoire de Daniel Montbard. Donc on peut vraiment penser que ce personnage était historique. Pourquoi ce personnage-là, effectivement, a été considéré comme de l'imaginaire? Parce que on ne trouve pas de traces de lui nulle part. Un personnage historique, surtout quand c'est un personnage qui a, soi-disant, été sur des bateaux, qui est un gentilhomme, etc., on a forcément des traces. Sauf que là, on n'arrive pas à retrouver. Et Alexandre Exmelin donne énormément de détails qui auraient dû permettre de retrouver au moins des traces de l'existence de ce Daniel Montbard. Donc à moins que lui-même, Daniel Montbard, ait effacé toute trace de son passage sur Terre, il y a peu de chances pour que ce personnage-là ait existé, parce qu'on aurait fini par trouver quelque chose. Enfin, voilà, comme je dis, c'est toujours, on ne sait jamais, on va peut-être trouver un truc dessus. Je suis comme l'Atlantide il y a 15 jours. Je vous laisse à votre opinion même. Alors, Daniel Montbard, donc, ce qu'en dit Alexandre Olivier Exmelin, c'est que c'est un gentilhomme du Languedoc. Donc, le Languedoc, à l'époque, ça part de Toulouse et ça remonte jusqu'à l'Ardèche. Donc ça n'englobe pas Perpignan, etc. Ça fait Toulouse, Béziers, Montpellier, Nîmes, et ça remonte vers l'Ardèche, Aubenas, tout ça. Donc c'est pas tout à fait le même Languedoc qu'on connaît nous. Et en fait, dans toutes ces archives-là, on aurait fini par trouver un gentilhomme Montbard, Daniel Montbard. On aurait dû trouver quelque chose, des archives familiales, des archives... Enfin voilà, on aurait dû trouver au moins sa naissance. À défaut de ça, on nous explique qu'il a été en plus éduqué, puisque c'est un gentilhomme. Il a été éduqué, il a lu les comptes rendus de Las Casas, qui est un moine dominicain qui a mis en valeur l'Indien, hein, qui a milité pour que l'Indien ne soit pas reconnu comme un animal, mais comme effectivement un être humain, puisque c'est la fameuse controverse de Valladolid. Je pense qu'on l'étudie beaucoup, donc je pense que vous devez la connaître. Et donc, il étudie ces écrits-là, et c'est à cause de ça qu'il s'embarque
et il s'embarquerait à Toulon. Là, c'est pareil, les registres d'embarquement à Toulon sont conservés. On aurait les dates, puisqu'il serait né en 1645, donc on aurait plus ou moins une idée des dates à lesquelles il se serait embarqué. Ça serait vers 1657, 1660. On trouve rien. Donc voilà, encore une fois, ça fait partie des choses que, bon, c'est bizarre qu'on trouve pas. Mais pourquoi pas, après tout, voilà. Et donc, une fois qu'il arrive aux Indes, il s'embarque à Toulon, il part aux Indes, et là, il se met avec les flibustiers, il devient capitaine, et ensuite, il ravage les Caraïbes, et il extermine les Espagnols, qu'il tient donc responsable du massacre des Indiens. Ça, c'est son grand fait d'armes. Il est là, alors dans dans Exmelin, il donne d'autres détails, hein, d'autres batailles auxquelles il a participé. Je vous fais un résumé succinct, si ça vous intéresse, allez lire la Exmelin. Je vous renvoie à la source première. Et donc il vit des tas d'aventures, mais toujours dans le sens je vais faire payer les Espagnols pour le massacre des Indiens. Et puis Exmelin rajoute un oncle qui est soi-disant un grand navigateur. Donc encore une fois, l'oncle, on devrait le connaître. Si c'est un grand navigateur, on ne le connaît pas. Cet oncle-là se fait tuer par les Espagnols lors d'un combat, ce qui ajoute de nouveau une vengeance supplémentaire de Daniel Montbard. Et ce personnage-là, on a une trace, Exmelin continue à parler de lui, et puis on comprend qu'il est parti de son équipage, et donc on ne sait pas ce que devient Daniel Montbard. Dans les autres livres, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on ignore quand et comment il meurt. Alors il y en a qui avancent la date de 1702, de 1707, il serait né en 1645. Ce sont des dates, en fait, on n'a aucune preuve parce qu'on ne sait pas. Exmelin n'en donne pas. Jean-Baptiste Piquenard en donne quelques-unes, mais c'est pareil, c'est des dates qu'il faut deviner, enfin c'est un peu compliqué. Donc, c'est un personnage qui est du coup très difficile à cerner, puisque forcément, on ne connaît pas du tout son origine. Ce qui fait dire du coup aux historiens qu'il n'a pas existé et que c'est juste un personnage qui a été inventé par Exmelin. Et ensuite, comme c'était un personnage qui effectivement avait une certaine moralité, parce que même s'il était pirate, il avait ce sens de l'honneur et cet esprit de vengeance, il a été ensuite repris par d'autres auteurs pour faire passer leur message, qui était effectivement un message un petit peu de tolérance envers la cause indienne. C'est du reste exactement pour ça que j'ai choisi ce personnage-là. Parce que c'est un personnage qui me plaisait, le fait de un petit peu une espèce de Robin des Bois des mers qui, alors bon, il volait pas et il allait pas donner de l'argent aux Indiens. Il n'était pas non plus à ce point-là, il gardait l'argent pour lui. Mais effectivement, il ne faisait pas ça pour l'argent, il faisait ça vraiment pour la vengeance et uniquement la vengeance. Donc c'est un personnage qui effectivement fait un petit peu rêver dans cette espèce d'héroïsme qu'on attribue et qu'on a voulu de tout temps attribuer aux pirates. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que à partir du moment où les pirates ont commencé à décliner, on leur a prêté des intentions et on a fait d'eux des personnages très, très héroïques, très libres. Et au moment où effectivement l'Europe est en train de tomber un petit peu dans des monarchies plus dures, pas tyranniques, mais voilà, plus despotiques. Et oui, effectivement, il y a des difficultés en Europe. Le pirate fait office un petit peu de personnage libre. Alors, on prête aux pirates la démocratie. Effectivement, il y a un fond, ils ne l'ont pas inventé, hein, puisque voilà, c'est les Grecs. Mais voilà, tout ça fait que les pirates commencent à véhiculer une image un petit peu rêvée. Donc, à chaque fois qu'on a des figures qui peuvent confirmer ce statut-là d'homme idéaliste et d'homme bon, finalement, on les utilise à bloc. Donc Montbard, je pense, a vu cette notoriété parce qu'il avait cette histoire-là. Et sans doute qu'Exmelin, en l'inventant, a dû vouloir dénoncer la manière dont les Espagnols ont massacré les civilisations indiennes. Donc ça, c'est sans doute voilà, la raison de son existence. Alors après, et la raison pour laquelle moi je l'ai utilisé aussi, je suis comme tout le monde finalement,
Mais voilà, il ne faut pas tomber dans le piège et il faut être très prudent avec ce personnage-là, qui est effectivement un personnage sans doute inventé, euh, jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de lui, peut-être. Après tout, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des romans et des livres qui sortent sur lui assez régulièrement, euh, donc c'est assez marrant. Donc c'est un personnage qui a quand même gardé une certaine renommée dans le milieu maritime. Donc du coup, pourquoi je l'ai pris donc, pour ça? Et qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai gardé de l'histoire, donc de l'histoire avec des guillemets, hein, de Daniel Montbard? J'ai gardé le fait qu'effectivement il avait une vengeance à exercer contre les Indiens. Ça, j'ai gardé. J'ai enlevé l'histoire. Il avait. Alors, ça, c'est dans Piquenard, parce que X-Men n'en parle pas. Piquenard l'affuble d'une compagne qui a un commerce. Ça, j'ai enlevé. Et j'ai enlevé l'oncle. Voilà. Et je l'ai fait naître un petit peu plus tôt. Je l'ai fait naître en 1620 et je l'ai fait disparaître en 1641. Donc, dans mon livre, Daniel Montbard arrive, il a 21 ans, et en fait, il s'est fait emporter dans le triangle des Bermudes. Ce qui correspondrait aux versions de Piquenard et d'Exmelin, puisque Exmelin ne sait pas comment il finit, et Piquenard ne donne pas non plus de mort de Daniel Montbard. Donc ça permettrait de rendre cohérent la légende autour de ce personnage-là. Toujours dans un souci, au cas où ça soit réel, de trouver une échappatoire. Donc du coup voilà, j'ai choisi de le faire venir avec le triangle des Bermudes, et le triangle des Bermudes étant en fait une espèce de vortex d'espace-temps qui projette les gens voilà, dans le futur ou dans le passé en fonction des besoins de destin et de justice. Puisque si vous lisez les Chroniques des Défendeurs, vous savez que c'est destin et justice qui dirigent tout. Et donc Daniel arrive à notre époque, dans le clan de Chris, et à partir de là, elle doit s'adapter à notre monde. Et puis par la suite, on découvre toutes ses qualités de meneur. Effectivement, j'en ai fait un meneur né, il est pirate, donc il était capitaine, donc il doit avoir une certaine envergure. On raconte de lui qu'il était fort, qu'il avait un esprit stratégique, qu'il arrivait à transcender ses hommes. Il a une morale irréprochable. Voilà, c'est ce genre de choses. Par contre, j'ai gardé ses traits de caractère. J'ai gardé aussi la description qu'on en fait, hein, donc un type méditerranéen, les yeux noirs, le cheveu noir, enfin voilà. J'ai gardé beaucoup de choses. Alors pourquoi je l'ai fait naître en 1620 et pourquoi je n'ai pas gardé sa date de naissance? Parce qu'au moment où j'ai choisi le personnage, j'avais pas de date. J'avais aucune date. Sur sa naissance ou sa mort, il n'y avait rien. Là maintenant, je sais pas, il y a eu. Si vous regardez sur internet, vous avez une date pour lui qui est 1645. Je ne sais pas d'où elle sort. Bon, très bien, ils ont mis 1645. Mais effectivement, ça correspond. Enfin, ce serait étrange parce que 1645, 20 ans plus tard, s'il s'embarque à Toulon, effectivement, il aurait navigué parmi les plus grands pirates, puisque c'est à cet âge-là, enfin c'est à cette époque-là, 1660 à peu près, que vous avez l'âge d'or des pirates. L'âge d'or des pirates, c'est très court, hein, c'est 1660, à peu près une cinquantaine d'années, jusqu'au début des années 1700, puisque à la mort de Barbenois, en fait, les pirates s'éparpillent et il n'y a plus rien. Les États ont réussi ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire éradiquer la piraterie. Donc la piraterie n'existe plus, en tout cas plus aux Caraïbes, et plus comme on l'entend. Et donc si effectivement Daniel Montbard était né à cette période-là et avait vécu ses aventures pirates pendant l'âge d'or de la piraterie, on en aurait très probablement entendu parler. Que ce soit par les gouverneurs, que ce soit par des récits de capitaines, que ce soit... Enfin voilà. Sauf qu'on n'a rien, de rien, de rien. Donc, encore une fois, pour essayer de coller au max avec une possibilité d'existence de ce personnage-là, je l'ai fait naître en 1620. Parce que 1620, c'est 20 ans avant, que les gouverneurs à cette époque-là sont moins enclins à faire des récits. Il y a beaucoup de guerres au niveau des Caraïbes. Enfin, rien n'est figé au niveau des Caraïbes, des possessions françaises, espagnoles, tout ça, c'est pas encore bien mis.
Et donc du coup ça permet une souplesse et effectivement une clandestinité du personnage, tout en lui permettant d'exercer sa vengeance. Donc du coup je l'ai fait naître en 1620 et disparaître en 1641, pour cette raison-là. Parce que comme ça il n'est pas confronté à l'âge d'or de la piraterie, et donc il passe plus facilement inaperçu. Donc c'est plus probable qu'on ait perdu sa trace dans cette zone-là, dans ces années-là, que 30 ans plus tard. Donc ça c'est la raison pour laquelle je l'ai fait naître un petit peu plus tôt. Après, c'est à peu près les seuls changements que j'ai fait par rapport aux deux histoires, aux deux légendes qu'on a. Je me suis plus basée sur Exmelin que sur Piquenard parce qu'effectivement, Piquenard racontant ça près d'un siècle après, il est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins crédible que Exmelin, qui l'aurait soi-disant fréquenté. Mais bon, encore une fois, je vous laisse juge de la véracité ou pas d'une histoire. Moi, effectivement, un personnage comme ça me fait rêver. J'ai bien envie qu'il ait existé. D'un autre côté, bon, voilà, je trouve effectivement qu'on l'aurait su, qu'on aurait fini par le savoir. Mais, encore une fois, pourquoi pas. Voilà. Après tout, il y a des pirates qu'on sait qu'ils existent, que moi j'ai vu quand j'ai fait ma thèse, parce que j'ai fait ma thèse sur les pirates. Je sais qu'ils existent parce que je les ai vus dans la correspondance des gouverneurs, mais je ne trouve trace d'eux nulle part ailleurs. Donc pourquoi pas, après tout, Daniel Montbard n'existerait-il pas? Donc voilà, c'était un épisode un petit peu particulier parce que Daniel Montbard est un peu particulier. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans 15 jours, je vous proposerai plutôt de revoir les épisodes historiques que j'ai mis dans Détective La Chance et que j'ai changé. Je vous propose ça parce qu'en fait, en novembre, il y aura le Nanovrimo qui est un challenge littéraire que je vais faire en écrivant le tome 2 de Détective La Chance. Donc comme ça me permettra de rester dans mon univers que j'écris tout en vous parlant d'histoire. Et donc on reviendra sans doute sur la saga des Défendeurs parce que j'ai pas tout à fait terminé, plutôt vers avril, quand sortira le tome 4, ou mars, on verra. Dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes semaines et à très vite. Bisous bisous.